C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 53. Hausse de 120% des nouveaux cas de VIH à Montréal qui peine à maintenir son engagement dans le mouvement sans sida ou Fast Track Cities, alors que Toronto, qui rapporte aussi une hausse de nouveaux cas, vient de rejoindre cette initiative. On fait donc l'état des lieux du VIH à quelques jours après de la Journée mondiale du sida. Le metteur en scène Alexandre Fecteau vient nous parler de l'adaptation du roman « N'essuie jamais de larmes sans gants » qui relate les années sida en Suède, mais ça aurait bien pu se passer ici au Québec. On en parle donc en deuxième partie. Et la chronique « Lire c'est queer » avec Brian Saint-Louis. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, du 4 décembre 2023, on prend au sérieux, nous, la lutte contre le VIH. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Aux petits soins. Attention, code rouge. Avec Gengis Grenier. Ah, ça va être au grand soin aujourd'hui parce que Gengis n'est pas tout seul pour cette chronique. Salut Gengis. Salut Denis Martin, comment ça va ce soir? Ça va très bien. Alors, on reçoit 3 autres personnes parce qu'on va vraiment faire le tour de la question du VIH en 25 minutes. On va faire de notre mieux. Alors, j'aimerais vous présenter les autres invités qui se joignent à Gengis Grenier, qui est infirmier en passant clinicien. Toujours à la clinique actuelle? Technicien. Je travaille, à la clinique médicale actuelle. Je fais les urgences en santé sexuelle. Bayshore, qui est une compagnie canadienne. Inisio Engage, qui est une compagnie américaine. Ouais. Puis, je travaille aussi à la place Ville-Marie. Je me garde occupé, je suis pas d'enfant, je suis pas marié. Ouais, on comprend ça. T'auras pas de chance. Docteur Nicolas Chaumont, c'est un habitué de l'émission, l'a reçu l'année dernière, qui est professeur-chercheur au Centre de recherche du CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Montréal, et qui est aussi au programme, toujours au projet CanCure, c'est ça? Absolument. Bonjour Denis Martin. Bonjour, bienvenue à l'émission à nouveau. On reçoit la docteure Cécile Tremblay, que vous connaissez probablement tout le monde, parce que on l'a suivi lors de tous ces débats qu'on a eus et ces discussions sur la COVID-19, mais qui est quand même une experte microbiologiste, infectiologue, professeure à la faculté de médecine et chercheuse au CHU, mais qui est aussi qui fait beaucoup de recherches sur le VIH. Bonjour. Bonjour, Denis Martin, ça me fait plaisir de me joindre à vous. On est très content de te recevoir. Et on reçoit aussi Attends un petit peu, j'ai eu un petit problème. C'est Laurent Trépanier-Caplan, c'est ça? Capistran. Oui. Capistran, je suis désolé, ma feuille avait une petite erreur ici, qui est avec donc la Coxida, et qui est un organisme communautaire donc qui travaille beaucoup pour justement faire avancer le dossier, parce que le VIH, on va le voir, ce n'est pas qu'une maladie scientifique, médicale, c'est pas juste de la science, il y a aussi tout l'aspect communautaire. Mais justement, avant d'aller plus loin, c'est quoi le portrait du VIH? J'en ai parlé tout à l'heure, on a parlé d'une hausse des cas, 120% ici à Montréal seulement en 2022. Je pense que j'enverrai la question à Dr Tremblay. C'est vrai qu'on voit une hausse des cas, puis ça peut être multifactoriel. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a beaucoup plus de cas. Ça peut être un indice que les cas sont plus diagnostiqués maintenant. On sait qu'on a connu une période pendant la COVID où il y avait moins d'offres de diagnostic. Alors là, peut-être qu'on en voit un peu plus. Il y a toutes sortes de phénomènes qui se passent aussi. Il y a les phénomènes de migration aussi, où on reçoit des populations maintenant dont ils ne connaissaient pas leur statut et on les teste, on les dépiste. Donc oui, il y a une augmentation. Il peut y avoir un relâchement des mesures de prévention. La PrEP n'est pas nécessairement disponible pour tout le monde qui n'ont pas les moyens. La PrEP, justement, parce qu'on va le dire pour les gens qui ne savent pas, c'est un médicament qu'on peut prendre en prévention lorsqu'on va avoir un rapport sexuel, parfois sans préservatif, et ça empêche la transmission. Donc, ça peut contribuer, si quelqu'un est à risque de l'attraper puis n'a pas accès à la PrEP, donc ça peut contribuer à une hausse des infections. Donc, il faut vraiment voir, en général, l'INSPQ fait un tableau assez détaillé d'où on voit où on voit que les infections augmentent le plus pour être capable de mieux cibler nos stratégies de prévention puis l'information que l'on doit donner aux gens qui sont à risque. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce qu'on a vu, ces chiffres-là? Je ne sais pas si on doit s'inquiéter. Sans doute qu'on doit s'inquiéter. Oui, je crois qu'on doit s'inquiéter. Peut-être remettre aussi les choses dans le contexte du monde. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles à l'échelle mondiale. On a aussi les nouveaux chiffres.
Il y a 39 millions de personnes aujourd'hui qui vivent avec le VIH à travers le monde. C'est probablement le chiffre le plus important qu'on a jamais connu. C'est évidemment lié au fait que maintenant on peut vivre avec le VIH puisqu'on a accès aux thérapies pour une bonne partie de la population mondiale. Mais il y a encore 1,3 million de nouvelles infections dans le monde qu'on pourrait prévenir si jamais les politiques publiques étaient en place pour faire ça. Et de manière encore plus importante, 650 000 personnes sont décédées du VIH ou de ses conséquences l'an dernier. C'est beaucoup. C'est énormément. Gengis, tu vois ça tous les jours dans ta pratique. C'est quoi le portrait? Le portrait, je trouve qu'il a changé beaucoup avec l'arrivée de la pandémie, les services médicaux qui ont été un peu moins accessibles, comme disait Dr Tremblay tout juste avant. Ça a été aussi l'arrivée des drogues dures, je trouve, de consommation, l'arrivée du cristal meth, où est-ce que le crack, le fentanyl, tout ça peut être beaucoup plus accessible pour moins cher. Ce qu'on appelle le fameux PNP, soit le Party and Play, qui s'est installé massivement dans les communautés LGBT, mais aussi on voit chez les hétérosexuels l'utilisation qui commence à être utilisée, le partage de seringues. Moi, dans la clientèle que je vois, c'est surtout chez les populations immigrantes. J'ai une double licence, je travaille à Ottawa. Le chemin Oxfam nous a apporté une grande quantité d'immigrants, dont un certain nombre d'entre eux étaient déjà porteurs du VIH. C'était des patients qui étaient déjà connus, puis qu'on a pu assurer, dans le fond, un suivi sécuritaire pour les nouveaux arrivants ici. Puis, dans ma pratique à Montréal, parce que, tu sais, moi, ma clientèle à Ottawa, c'est surtout de l'immigration, puis à Montréal, c'est surtout de la clientèle LGBT. L'utilisation de drogue, chez les utilisateurs de drogue injectables, là, dans la communauté LGBT, est arrivée massivement dans ma pratique, chose que je connaissais pas ou je connaissais moins, il y a à peu près une dizaine d'années. Mais nos médecins vont pouvoir peut-être en rajouter un peu plus là-dessus, mais moi, c'est ce que je vois beaucoup dans ma pratique. Dans l'immigration en Ontario, puis utilisateur de drogue injectable au Québec. Tu veux ajouter quelque chose, Laurent? Oui, absolument, mais moi, je suis le seul intervenant qui n'est pas en sciences pures, qui n'a pas un background Non, moi non plus. Scientifique. Denis Martin non plus, tu me rassures. Mais moi, en tant qu'avocat au service VIH Infodroit à la CAQ-SIDA, ce qui m'inquiète dans ce chiffre-là, c'est pas tant le chiffre, mais les réactions que j'ai vues, principalement sur les réseaux sociaux, suite à l'annonce de ce chiffre-là, des réactions très négatives, très discriminantes, voire des propos violents qu'on a pu entendre. Et ça, je pense qu'il y a évidemment toute la portion scientifique, toute la portion prévention qui est importante dans le VIH, mais je pense qu'il faut jamais oublier, c'est un des apprentissages les plus importants selon moi du VIH, c'est cette relation entre les droits humains, les droits de la personne et la santé, mais aussi la discrimination qui reste un fléau majeur quand on parle aux personnes vivant avec le VIH. On saute peut-être parce que j'avais prévu de parler de cet aspect-là plus tard, mais on va y aller tout de suite parce que je pense que ça joue dans votre travail. Parce là, je vous mets sur la sellette nos deux médecins, mais quand même, non, t'es pas médecin, excuse-moi. T'es docteur, mais pas... voilà, excuse-moi, Laurent. Pas Laurent, ça y est, je mêle les noms. Docteur Chaumont. Nicolas, ça ira bien. Oui, je pense que ça joue dans ton travail, ça. Le fait qu'il y a cette discrimination qui fait que les gens vont pas se faire tester parce qu'ils ont peur. Ça joue. Tout à fait, on le voit régulièrement. Les gens... ont peur d'avoir des médicaments en leur possession, de peur parfois que ce soit le conjoint ou que ce soit quelqu'un de la famille qui les voit. Ils ont peur de traîner des médicaments parce qu'ils partent en voyage. Ils ont peur qu'il va y avoir des choses à la frontière. Donc ça, c'est une des formes de discrimination qu'on voit, mais il y a des discriminations beaucoup plus subtiles. Il y a aussi ce qu'on appelle la discrimination comme internalisée. C'est-à-dire que les gens ont vécu tellement de discrimination dans le passé que la société a quand même changé de façon positive, à mon avis, en grande partie. Il reste encore des secteurs de la société qui sont très peu informés. Mais donc, les gens s'empêchent de faire des choses de peur d'être discriminés ou de peur d'être attaqués. Donc, il y a ces deux phénomènes-là qui font en sorte que c'est un frein à l'accès aux services de santé. Pour une certaine partie des gens, soit qui vivent avec le VIH ou qui sont à risque d'attraper le VIH. Parce que cette discrimination-là, on la voit aussi avec la PrEP qu'on a définie tantôt, où il y a des gens qui n'osent pas la prendre parce que dans certains médias sociaux, réseaux sociaux, c'est mal vu. Dans certains réseaux sociaux, c'est bien vu parce que les gens voient qu'on se protège, c'est bien, mais il y en a d'autres qui vont avoir des commentaires plus péjoratifs.
Alors, c'est une autre forme de discrimination chez les personnes à risque, mais qui n'ont pas encore le VIH. Je pense que Nicolas, tu voulais rebondir là-dessus. Ce que je pouvais peut-être ajouter, c'est que cette question de la discrimination, de la stigmatisation, on pense souvent qu'elle s'applique uniquement ailleurs et qu'en fait, elle est très présente aussi dans nos pays occidentaux. Au Québec, évidemment. Moi, j'ai un exemple très précis. J'ai travaillé quelques années aux États-Unis, au milieu de la campagne en Floride, dans un institut de recherche. Et je me souviens, les cliniciens avec qui on travaillait et qui, évidemment, voyaient des patients avec le VIH, qui les suivaient pour leur traitement, qui faisaient du dépistage, devaient ouvrir leur clinique la nuit pour s'assurer que leurs patients ne soient pas vus par leur famille ou leurs amis. Donc, on en est là on parle des États-Unis. Donc, vraiment, un pays développé, je veux dire, où normalement, ce problème devrait être réglé depuis longtemps. Mais malgré tout, non, ça persiste dans des pays comme les États-Unis et comme le Canada et aussi au Québec, où les gens qui vivent avec le VIH sont encore discriminés ou stigmatisés. Puis on sait que les femmes sont plus à risque de cette discrimination-là parce qu'elles ont des enfants, elles veulent protéger leur famille et souvent, elles vont choisir entre prendre le médicament, payer la franchise parce que ça coûte cher, ça aussi, ou d'aller faire les épiceries pour l'enfant. Puis, Laurent, je voyais que tu voulais commenter là-dessus. Oui, effectivement. Ben, écoutez, peut-être pas nécessairement sur la situation des femmes en particulier, bien que c'est vrai qu'il y a des défis, des enjeux là, mais c'est des problèmes au niveau, et ça me surprend vraiment pas, Nicolas, ce que vous nous racontez là, parce que il y a plusieurs problèmes de discrimination. Il y a effectivement l'aspect où on parle de discrimination internalisée, mais il y a aussi une discrimination réelle qui va et qui est pas partout, mais quand on a juste cette crainte-là de savoir si je fais un dévoilement, est-ce que je vais être discriminé? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Et lorsqu'on parle de conséquences, et je le vois au service VIH Infodroit, on peut parler évidemment d'un bris de confidentialité, donc d'une transmission de l'information, mais ça peut aller jusqu'à je vais perdre mon emploi, je ne serai pas capable de me trouver un nouvel emploi, particulièrement si on travaille dans le domaine de la santé. Contre toute attente, le domaine de la santé pose des questions dans ces questionnaires de santé pré-embauche qui sont hautement problématiques sur la question du VIH. Et c'est ça, donc au-delà de ça, il y a aussi le spectre, je dirais, de la criminalisation, de la non-divulgation du VIH qui est très inquiétante pour les personnes qui vivent avec le VIH. Et ça, je pense qu'on peut aussi le comprendre. Donc tout ça, c'est aussi des facteurs qui font en sorte que soit on va avoir des problèmes, comme le docteur Tremblay nous le disait, au niveau de l'adhérence du traitement, ou en fait, ça va être des facteurs qui vont nous empêcher d'avoir une adhérence convenable au traitement, ou encore des enjeux au niveau du dévoilement, carrément. Là. Et rappelons que le gouvernement actuel au fédéral avait promis, il y a quand même ça fait 1 an de ça, là, qu'ils ont promis qu'ils allaient changer la criminalisation, et il se passe pas grand-chose, puis c'est pas avec le prochain gouvernement conservateur que ça va changer, ça. Non, je me permettais le commentaire, je ne vous ferai pas réagir là-dessus. J'aimerais vous amener quand même, il y a une autre réalité, parce que je côtoie beaucoup de personnes. Moi-même, je suis une personne vivant avec le VIH. Si vous ne le savez pas, chers auditeurs, vous le savez. C'est pas quelque chose dont je me cache, j'en parle ouvertement, parce que je trouve que c'est important que les personnes publiques qui vivent avec le VIH soient, si elles le peuvent, ouvertes et en parlent et se dévoilent. Mais moi, je vous amène là-dessus parce que je vis aussi l'autre situation. Je suis en train de vieillir et le vieillissement de la population qui vit avec le VIH, ça pose aussi peut-être des défis, je devrais dire. Tout à fait. Ça, c'est un sujet intéressant. En fait, moi, j'ai un gros programme de recherche spécifiquement là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier, là, on parle des mauvaises nouvelles, de la hausse des cas, de la discrimination qui est vraie. Mais on a fait des progrès énormes là, depuis 30-40 ans avec le VIH, avec les thérapies antirétrovirales, qui fait en sorte que les gens, justement, peuvent vivre une espérance de vie qui se rapproche de celle de la population générale, un peu comme quelqu'un qui aurait une autre maladie chronique. Donc ça, c'est quand même des progrès importants. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quand même, le fait que le virus reste dans le corps, caché dans des cellules, fait en sorte que ça induit un état d'inflammation dans le système qui est chronique. Et puis, ça provoque éventuellement une atteinte de différents organes. Puis, ce qu'on a constaté en particulier, on appelle ça des phénotypes de vieillissement prématuré. Donc, les gens vont avoir une maladie cardiovasculaire peut-être 5 ans, 10 ans avant quelqu'un d'autre de la population générale. C'est pas toutes les personnes qui vivent avec le VIH qui vont avoir ces phénotypes de vieillissement prématuré. Mais on l'observe suffisamment pour quand on fait des statistiques, là, on peut faire des moyennes. Alors, c'est intéressant de regarder ce qu'on peut faire pour essayer de contrer ça, de diminuer cette inflammation-là qui reste dans le système malgré qu'on contrôle très, très bien le VIH, que la charge virale est indétectable, qu'on ne transmet pas parce qu'on est indétectable.
Alors ça, c'est quand même des acquis, mais on essaie de travailler sur diminuer cette inflammation-là. Puis il y a toutes sortes de stratégies qui sont étudiées présentement. Il y a des médicaments qui sont contre l'inflammation, comme les fameuses statines, qu'on voit qui ont des effets très intéressants. Il y a d'autres, mais ce qui est plus important, c'est de mieux comprendre les chemins immunologiques qui mènent à cette inflammation-là, parce qu'on pourrait avoir des thérapies beaucoup plus ciblées, puis plus on est ciblé, ben moins on a d'effets secondaires, puis moins ça nous donne du trouble. Fait que, donc, c'est vrai que donc, ce qu'on voit, c'est des maladies cardiovasculaires, on peut voir de l'ostéoporose un petit peu plus précocement. Est-ce qu'il y a des cas de démence qui arrivent? Il y a des cas de troubles, ce qu'on appelle des troubles neurocognitifs. Oui. Les démences franches, on n'en voit presque plus. On voyait ça au tout début du sida, quand on ne contrôlait pas le virus, puis on sait que le virus, il y a un tropisme particulier pour le système nerveux central. Il se dirige direct là, au début de l'infection. Alors, ça provoquait des démences à l'époque. Mais avec les bons traitements antirétroviraux, maintenant, on n'en voit presque plus. Mais le virus pénètre quand même dans le système nerveux central et puis crée une inflammation à ce niveau-là aussi qui peut être responsable de troubles. Et ça, malgré les traitements. Et ça, malgré les traitements, Okay. parce que aussi, ces traitements-là ne pénètrent pas nécessairement toujours aussi bien dans le cerveau que dans d'autres compartiments du corps parce qu'on a ce qu'on appelle une barrière hémoencéphalique. Donc, il y a de l'inflammation, il y a des troubles neurocognitifs légers, les gens ne s'en aperçoivent pas. Puis il y en a qui se rendent compte, je suis un petit peu moins concentré, des troubles légers, ça, on va le voir. Et puis ça encore, on pense que c'est dû à toute cette inflammation-là qui a lieu. Donc, l'autre aspect qu'on attend, est-ce qu'on va finir par trouver un traitement curatif? Est-ce qu'on est rendu là, non? Bon, ça, c'est évidemment la question que La moi, question je me qui pose tue. tous les jours. Et en tout cas, moi, j'y crois parce que sinon, je ne travaillerais pas là-dessus. Donc, avec Cécile et d'autres ici à Montréal, c'est vrai qu'on a une expertise particulière dans les réservoirs et la guérison. On part de loin parce qu'il y a 20 ans, on n'imaginait même pas qu'un jour, on pourrait guérir du VIH. Il y a 25 ans, on n'imaginait même pas qu'on pourrait traiter le VIH. Donc, vous voyez, on a quand même fait des progrès qui sont assez importants. Mm-hmm. Depuis 2009, les choses ont changé. Vous connaissez Timothy Brown, le patient de Berlin, le premier qui a reçu une greffe de moelle. Un cas assez exceptionnel, il avait un cancer du sang, il a fallu le soigner avec cette procédure qui est évidemment extrêmement dangereuse et qu'on ne peut pas faire chez tout le monde. Et il s'est débarrassé de son virus. Depuis Tim Brown, il y en a 5 autres à qui c'est arrivé. Donc il y a 6 personnes qui ont subi cette procédure de greffe de moelle osseuse d'un autre donneur et qui leur a permis de se débarrasser définitivement du VIH. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne peut évidemment pas appliquer à tout le monde. On peut faire ça uniquement chez les personnes qui en ont besoin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au cours des 3 dernières années, on a identifié au moins 2 personnes, et peut-être plus, qui se sont débarrassées du VIH naturellement. Donc on connaissait, et Cécile connaît mieux ça que moi, les contrôleurs, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de contrôler le virus naturellement, mais là, ce serait comme des super contrôleurs, parce que plus que contrôler, ils ont carrément enlevé toute trace de virus de leur corps. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Donc pour répondre à ta question, oui, il y a des progrès, et oui, évidemment qu'il faut continuer à y croire. Est-ce qu'on peut, à chaque année, je pose la question à Nicolas, on pense quoi? Encore 10 ans? Il faut surtout pas donner de date. D'accord. Non, mais je veux dire, on a connu ça avec le vaccin, qui est un exemple affreux, où en fait, ça fait 40 ans quasiment qu'on promet qu'on aura un vaccin contre le VIH et on l'a pas. Je pense qu'il faut travailler, faire le mieux qu'on peut, se satisfaire des progrès qu'on peut avoir, mais pas faire de fausses promesses. Oui, je suis bien d'accord avec ce que Nicolas dit. Dans le fond, il faut apprécier les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Probablement qu'avant qu'on arrive avec une cure qui éradique le virus complètement du corps humain, on va arriver à d'autres étapes où on va avoir des régimes thérapeutiques qu'on va pouvoir donner aux 6 mois, par exemple. Une injection aux 6 mois. Entre vous et moi, là, c'est pas si mal que ça. À la place de prendre une pilule à tous les jours, là, on n'est pas loin d'une rémission là, quand on est rendu qu'on aurait une injection 2 fois par année, puis éventuellement peut-être 1 fois par année. Puis éventuellement, peut-être un vaccin thérapeutique qu'on pourrait donner de façon répétée. Alors, il y a différentes approches à la cure, la guérison. Puis il ne faut pas penser qu'il y en a une qui est meilleure puis que c'est parfait. Il faut juste, on y va à pas de tortue ou de géant, mais on avance tranquillement, pas vite. Et puis, ça va venir avec des bénéfices graduels, à mon avis. Cette recherche. Moi, je rajoute un petit quelque chose. Moi, c'est un sujet qui me fascine incroyablement. Puis, tu sais, dans le cas de déontologie infirmière, on est ici pour communiquer l'espoir. Fait que je suis un peu plus optimiste
que je pense tout le monde ici autour de la table, moi je pense qu'on a beaucoup appris avec l'hépatite C. On pensait pas non plus guérir l'hépatite C, pourtant on a presque terminé de guérir l'île de Montréal en ce moment. La cure est en phase 2A en ce moment aux États-Unis avec 4 combinaisons bithérapie distinctes. Moi je pense qu'elle va arriver plus vite qu'on peut essayer de le prévoir. Puis dans notre milieu en VIH, vous connaissez tous des chercheurs qui ont la maladie, qui sont porteurs du VIH, contrairement au cancer, là où un chercheur qui étudie lui-même l'oncologie puis le cancer, qui tombe en protocole de recherche automatiquement, va se retirer, va arrêter de faire ses travaux pour aller se guérir, tandis qu'en VIH, nous, je trouve qu'on a une petite longueur d'avance où ce que les chercheurs n'ont pas arrêté de travailler, ont poursuivi leur quête pour leur propre survie et ont fait avancer beaucoup plus rapidement les choses qu'en oncologie. Moi, je pense que et je serais prêt à mettre un pari là-dessus ici, aujourd'hui. On va avoir une cure au VIH bien avant le cancer. Bon, vous l'avez entendu la première fois ici à l'émission. Laurent? Oui, je pense que c'est important de donner un peu le point de vue de la communauté aussi sur cette idée où c'est la cure qui viendra un jour ou l'autre. Hein. On ne veut pas donner de date, mais on s'attend à ce qu'elle arrive. C'est beaucoup la question de la disponibilité de cette cure-là. Pour qui elle va être disponible? Et quand je dis pour qui, je veux dire surtout dans quel pays elle va être disponible, parce qu'évidemment, on s'attend à ce que l'Occident va recevoir ça, mais je pense qu'au cœur de la communauté VIH, puis on l'a vu à de nombreuses reprises, entre autres en 89 à Montréal, il y a une solidarité dans cette communauté-là, et je parlais récemment avec des personnes vivant avec le VIH de la cure qui me disaient « Moi, je vais peut-être, tu sais quoi, Laurent, réfléchir à savoir si la cure arrive un jour, est-ce que je la prends en fonction de sera-t-elle disponible pour tout le monde au travers le monde. » Autre commentaire là-dessus, et parce que ce que Dr Tremblay dit est venu m'interpeller, c'est-à-dire que on verra probablement pas du jour au lendemain cette cure apparaître, bim, et là elle va être là, ça va probablement être un processus où on pourra avoir des injections, par exemple, disait-on, 6 mois, etc. Et ça, la science vient un peu entrer encore une fois en choc avec le droit ici, parce que je vous ramène encore mon histoire de criminalisation de la non-divulgation du VIH, où on sait que pour protéger juridiquement, légalement, les personnes vivant avec le VIH, il y a certains éléments qu'on doit contrôler sur le plan scientifique, c'est-à-dire, on sait que le DPCP a une position institutionnelle où on nous dit on ne poursuivra pas une personne vivant avec le VIH dans certaines conditions. Ces conditions-là, c'est de suivre son traitement ARV, de maintenir une charge virale en deçà de 200 copies et de faire ses tests aux 4 à 6 mois. Donc, qu'est-ce qui va arriver si on a une injection à chaque 6 mois? Comment on validera, comment on fera ces tests-là pour, d'une part, ne pas mettre frein à des progrès scientifiques qui sont primordiaux là, ici, mais continuer de protéger sur le plan légal des personnes vivant avec le VIH. Ah, c'est Sylvie Mais là, je vais partager l'optimisme de Gengis. Moi, je pense que c'est bien de se préoccuper de toutes ces questions-là, mais je pense que ça, c'est des questions relativement faciles à gérer dans le sens de dire à quelle fréquence on va mesurer les charges virales. On va continuer à les mesurer aux 6 mois, là, pour le temps, les années qui s'en viennent. Là. C'est ça qu'on fait présentement. Avant, on mesurait la charge virale au mois parce qu'on n'avait pas des bons médicaments, des bons produits, etc. Là, on a espacé, puis tout le monde est confortable avec ça. Ça fait qu'il y a une question de s'apprivoiser ces nouvelles stratégies-là, d'apprendre à vivre avec, d'établir des lignes directrices comme on le fait pour la PrEP, comme on le fait pour la prise en charge des personnes avec le VIH. Puis après ça, les autorités, ils doivent suivre les lignes directrices que l'on fait. Pourquoi ils ont établi le DPCP? Pourquoi ils ont établi la fameuse charge virale à 200? C'est parce qu'on a bien établi qu'on ne peut pas transmettre en bas de 200. Donc, il faut qu'on mette sur papier ces choses-là pour qu'on puisse faciliter cette mise en place des nouvelles stratégies. Je pense que là, ça interpelle une personne qui n'est peut-être pas à la table, qu'on aurait peut-être dû inviter, les dirigeants, nos gouvernements. Ah ben oui. Parce qu'on peut leur reprocher beaucoup de choses. La prévention, les programmes de prévention, l'éducation sexuelle. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il me semble que... Est-ce que nos gouvernements sont vraiment engagés dans la lutte contre le VIH?
Moi, c'est un bon sujet que tu as amené, la criminalisation, parce que moi, sûrement dans vos bureaux aussi, c'est des questions qu'on doit vous demander souvent de la part des patients quand ils trouvent leur courage à deux mains pour nous formuler la question. Dans quel cas que je le dis, dans quel cas que je le dis pas. Hey, on a des juges à la Cour suprême qui ont besoin d'une petite mise à jour, comme une petite update Windows. Une petite update Apple. Il va falloir s'en occuper, là, de ces juges-là pour qu'ils puissent se mettre à jour. C'est sévère comme criminalisation. Il y a des patients des fois qui mangent des mises en demeure quand ils sont indétectables et tout, puis que ça n'a pas de lieu d'être. Et ce dossier-là devrait avancer au moins au nom de la cause de la sérophobie. Ça, c'en est... J'en suis convaincu. Je dis souvent que la sérophobie parfois est pire que le virus. Oui, c'est vrai. Juste rapidement, on va faire un tour de temps parce qu'on arrive à la fin, mais je pense que j'ouvre la question. Est-ce qu'on fait assez présentement pour combattre la propagation du virus? Puis je sais que c'est pas toujours facile de critiquer, c'est les gouvernements, mais est-ce qu'on fait assez? Non, on ne fait pas suffisamment, c'est facile à dire. On ne fait pas suffisamment dans le sens où on sait qu'il y a des choses qui auraient un impact majeur, comme la gratuité des antirétroviraux, à la fois pour ceux qui ont le VIH qui doivent les prendre et ceux qui veulent prendre la PrEP. Oui, parce que ça coûte cher. Parce je le que sais, c'est la franchise. La franchise. Les gens pensent que c'est gratuit parce que c'est couvert par la RAMQ. C'est $250 pendant 3 mois, ça. Mais c'est la franchise que beaucoup de personnes ne sont pas capables de se permettre. Oui. Puis souvent, c'est ceux qui ont un emploi, mais un emploi qui ne paye pas cher, puis qui n'ont pas d'assurance, etc. Bref, ça pourrait être fait, ça ne prendrait pas grand-chose. On sait que tous les traitements des ITSS sont gratuits. C'est un code K, un code L, et il n'y a pas de franchise appliquée là-dessus. Alors, le VIH est une ITSS, ça devrait être la même chose. Donc ça, c'est une affaire simple que le gouvernement pourrait faire. Et puis, naturellement, des ressources en santé mentale. Parce qu'il y a beaucoup de détresse qui parfois mènent à acquérir le VIH, qui parfois mènent à l'utilisation de drogues, toutes sortes de drogues. Et puis, on n'a malheureusement pas suffisamment de ressources en santé mentale pour nous aider à offrir des services. On va devoir arrêter ici. Peut-être rapidement, j'ai encore peut-être 30 secondes. Je voulais juste ajouter que oui. Cécile a évidemment raison, il y a une volonté politique à avoir, mais il y a aussi une volonté personnelle. La société québécoise peut faire beaucoup pour ça. Moi, je suis frappé de voir que le 1er décembre, plus personne ne porte le ruban rouge, qu'on parle plus de sida dans les médias, qu'on n'en parle plus entre amis, en famille. Il faut aussi que nous, à titre individuel, on continue à parler du sida. Here, Mr. Speaker. Rapidement. Et oui, rapidement, je pense aussi que c'est important que le gouvernement s'en empare parce que l'adéquation entre le droit et la science est visiblement pas là. Ça fait des années qu'on a un message qui est I égale I, intransmissible, et détectable, égale intransmissible. Il faut que le droit suive pour qu'on arrive à la fin de la sérophobie. Laurent Trépanier-Capistran, Jadis Grenier, Nicolas Chaumont, Cécile Tremblay, merci d'avoir été avec nous. On va faire une petite pause et on retourne après cette pause publicitaire. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 53. Un événement théâtral, l'adaptation du roman N'essuie jamais de larmes sans gants qui a joué au Trident à Québec et qui sera sur scène à Montréal cette semaine. On reçoit le metteur en scène Alexandre Fecteau pour parler de cet événement. Et c'est la chronique Lire, c'est queer. On va parler justement Le deuil et la lumière de Yannick Villedieu qui relate l'histoire du sida. Lui qui a été aux premières loges en tant que journaliste scientifique donc de cette recherche. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission toujours très positive. C'est bon? Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Cette histoire est un mausolée des amants, un requiem pour une génération disparue, un requiem pour chacun des enfants que nous avons été, un tombeau d'images et de mots pour nos amis emportés,
emporté, mais pas oublié. C'est une honte que les choses se soient passées comme ça. C'est vraiment une honte. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce de N'essuie jamais de larmes sans gants qui a été présentée au printemps dernier au Théâtre du Trident et qui va être présentée cette semaine au Théâtre du Cep à Montréal. Alors, le Trident et son metteur en scène, Alexandre Fecteau, s'attaquent ici à ce qu'on peut appeler un chef-d'œuvre de la littérature, un chef-d'œuvre à l'échelle mondiale. Et je pense que ça a pris beaucoup d'audace, comment je pourrais dire, de persévérance pour y arriver. Le Soleil, en fait, parle d'une tragédie romantique imposante et humaine. Ça a fait ça le comble au printemps. Cette histoire nous plonge donc au cœur de l'épidémie de VIH dans les années 80. Ça se passe en Suède, mais ça aurait pu se passer ici parce qu'on se reconnaît tous. Moi, j'ai vu cette pièce à Québec au printemps. Et on reçoit Alexandre Fecteau, qui est le metteur en scène. Je sais qu'on a annoncé la présence d'Olivier Artaud qui incarne Rasmus, qui est un des personnages très touchants de cette histoire, mais pauvre Olivier, il a un petit problème d'extinction de voix, puis on veut qu'il soit capable de jouer. Et donc, on reçoit à nouveau Alexandre Fecteau, qu'on avait reçu lors de la présentation au départ. Puis je voulais vous dire quand même que Olivier, c'est important de le dire, il est depuis 1 an directeur artistique du Théâtre du Trident, puis c'est quand même toute une jeune personne pour prendre ça en main. Alors Alexandre, bienvenue à l'émission. Merci. Oui, alors je sais que tu utilises les pronoms et les accords masculins, ça n'a pas changé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Non, pas de changement. Parfait. Alors, oui, je vais quand même, je mets un petit mot sur Olivier parce que je trouve ça intéressant. Olivier se présente comme une personne queer et il est un artiste de LGBTQIA+, il se présente vraiment comme ça. Et il est directeur du Théâtre du Trident et je pense qu'on voit un peu la marque d'Olivier dans cette présentation de cette pièce parce que je pense qu'il y a beaucoup contribué avec toi, Olivier, Alexandre, à la mise en scène et à l'élaboration de cette pièce. Oui, c'est sûr que le projet, il existait avant même lui, d'Olivier, mais c'est vrai que ça tombe absolument parfaitement dans les choses qu'Olivier met de l'avant depuis qu'il est arrivé à la direction artistique du Trident, là. C'est vrai que on sent le vent de fraîcheur de jeunesse, mais aussi comme d'approche un peu différente, justement, par rapport aux enjeux LGBTQ, le fait justement de se présenter comme personne queer d'emblée. C'est vrai que ça vient vraiment comme bousculer un peu ce à quoi on avait été habitué pour le type de personnalité qui occupait ce poste-là avant lui au Trident. Ça fait du bien en tout cas. Mais justement, parlons de cette pièce. Pourquoi en faire une adaptation? C'est quand même toute une œuvre littéraire, on en fait une adaptation. C'était quoi? Puis je pense que tu es derrière ça beaucoup. Pourquoi? Oui, c'est mon initiative parce que j'avais été complètement bouleversé à la lecture du roman. Je savais que j'allais vouloir travailler un jour sur l'épidémie de VIH-Sida. Puis là, ça, j'ai dit ça l'an dernier, mais maintenant, j'ai une réponse un peu différente parce qu'on l'a vécu à Québec. Puis, je savais que ces personnages-là seraient beaux à voir prendre vie sur scène. Je savais aussi que de le recevoir dans la collectivité du théâtre, parce que c'est une tragédie, que d'être ensemble, ça allait nous aider aussi à supporter toute la souffrance, la violence des fois qui se retrouvent dans cette histoire-là. Mais ce que j'avais pas vu venir puis qui m'a beaucoup touché, je l'ai constaté quand j'entendais les spectateurs parler, notamment à l'entracte dans le spectacle. J'ai senti vraiment que l'histoire de cette épidémie-là en est une où on a tourné la page extrêmement rapidement dès qu'on a senti qu'on pouvait le faire. C'est-à-dire dès qu'on a senti que les gens ne mourraient plus de la même façon. Et je sens qu'il y a comme un deuil qui n'est pas complètement fait. Puis surtout, je sens aussi qu'il y a une transmission qui n'a pas été faite. J'entendais beaucoup des parents qui parlaient à leurs enfants, des gens, donc leurs enfants qui ont l'âge qu'eux avaient quand ils étaient à l'époque de la
pièce. Là, puis donc, tu sais, ils étaient de jeunes, tu sais, les parents qui étaient de jeunes adultes à la fin des années 80, début des années 90, je me rendais compte à les entendre qu'ils n'ont pas raconté ça à leurs enfants. Ils n'ont pas raconté ce que c'était de découvrir la vie, découvrir l'amour, alors que c'était que l'amour, le sexe se mélangeait à la mort. Comment c'était une époque inquiétante, finalement, comme les gens qui sont décédés. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont été oubliés dans tout ça. Fait que je sens que de ramener ça de l'avant, c'est aussi libérer la parole, c'est aussi ramener des souvenirs. Puis donc, les souvenirs, ben, c'est des gens aussi. Fait que je pense qu'il y a ça aussi dans la pertinence d'adapter ça au théâtre aujourd'hui. Moi, je vais le dire parce que j'en ai parlé en première partie de l'émission. Je suis une personne qui vit avec le VIH. J'ai vécu cette période-là parce que j'ai quand même un certain âge. Et j'avoue que lorsque j'ai vu la pièce, j'étais avec ma sœur et j'ai pleuré, mais pleuré ma vie comme c'était incroyable. Et pourtant, je connaissais le texte, j'avais lu l'histoire. Et j'étais aussi à la discussion après cette pièce. Il y avait une discussion avec les acteurs et les actrices. Et ce que j'ai beaucoup aimé quand je leur ai posé, mais comment vous avez fait votre travail de recherche? Parce que la plupart d'entre eux et d'entre elles n'avaient pas vécu ça. Et c'était incroyable de voir comment elles pouvaient communiquer ce qu'on a vécu à cette époque-là. Ben, je pense que c'est aussi beaucoup, ça tient beaucoup de la force de l'œuvre originale. Tu sais, je veux dire, c'est des acteurs, c'est leur, je veux dire, c'est là où on voit leur talent parce que justement, ils incarnent quelque chose qu'ils n'ont pas pu connaître. Tu sais, si on prend Olivier je pense qu'il y a 31 ans, là, tu sais, fait que, je veux dire, il a absolument pas vécu cette époque-là, mais le roman la raconte si bien, cette époque-là, puis cette épidémie-là, que eux, ils sont vraiment entrés à travers les personnages, à travers tout ce que le roman raconte, tout ce qu'on a gardé dans l'adaptation, puis aussi tout ce qu'on n'a pas gardé, mais qui nous habite, là, nous, en tant que créateurs, qui les habite en tant qu'interprètes, tu sais, ils sont riches de tout ce qu'ils savent aussi de leurs personnages à travers le roman. Parce qu'il faut dire que le roman fait 825 pages, et la pièce fait 3 heures sur scène. Je ne sais pas si vous l'avez raccourci encore depuis Non, ce temps. ça est encore la même durée. Ouais. C'est vrai, c'est ça. Fait qu'on est passé de 800 quelques pages. Nous, notre adaptation en fait genre 130. Là. On a quand même fait des choix. Là. Ouais. J'aimerais, parce que là, maintenant, je peux parler, j'ai vu la pièce et je vais t'amener sans trop révéler de choses. Il y a quand même des scènes de nudité et c'est très explicite ce qui se passe. Alors, je comprends que ça fait partie du travail du comédien et de la comédienne, mais c'est pas évident. Comment vous vous y êtes pris pour ramener les gens à ce niveau de confort, si on peut être confortable dans cette situation-là? Oui, on a travaillé avec une direction d'intimité. C'est quelque chose qu'on a découvert un peu plus récemment. Là, après le MeToo, c'est devenu quelque chose de très important par rapport. On a entendu parler beaucoup par rapport au tournage en cinéma, en télé. On a parlé du male gaze aussi, là, le fait que c'est toujours le regard de l'homme qui est mis de l'avant. Fait la direction d'intimité aussi se présente un peu comme un genre de chorégraphe là, de combat. Ils disent, nous, on est là pour assurer de la sécurité pour tout le monde, un peu comme on fait dans les chorégraphies de combat. Fait que nous, on a travaillé avec Stéphanie Breton, qui est venue justement, qui m'a demandé explicite-moi tes besoins, qu'est-ce que tu vois dans les scènes d'intimité. Elle a sondé tous les interprètes, savoir, quelles sont vos limites, qu'est-ce qui est attendu de vous, êtes-vous à l'aise de le faire ou pas? Quand mes envies, mes idées allaient confronter les limites des interprètes, ben là, elle me présentait ça, me présentait des alternatives, puis elle nous a comme accompagnés dans les répétitions. On est allé doucement, on a réduit les équipes quand c'était le temps de placer les scènes d'intimité. Après ça, les comédiens se demandent toujours est-ce qu'on s'embrasse aujourd'hui ou pas? T'sais, toujours redemander le consentement pour qu'il n'y ait jamais rien de forcé, tout ça. Fait que on était encadrés, on était bien accompagnés. C'est pour ça qu'on a réussi à aller loin parce que personne n'a eu l'impression de voir comme se lancer de mettre sa propre intimité sur scène parce que c'était accompagné, parce que c'était bien encadré. Et la mise en scène de le décor, qui est quand même très intéressant parce qu'on revoit l'espèce. Je pense j'essaie de me rappeler, mais c'est le cimetière de la Shoah qu'on l'appelle. Là, c'est comme une inspiration. C'est d'abord les stèles du Parc de l'Espoir, puis après ça qu'on a mélangé avec le mémorial à la Shoah de Berlin. Là.
Et la belle métaphore avec l'eau, je sais que, je ne veux pas trop en révéler là, parce que je ne veux pas non plus vendre la mèche, mais je sais que ça a été un petit peu compliqué pour certains comédiens. Il y en a certains qui se sont blessés. Ça va fonctionner un petit peu plus facilement cette fois-ci? Ouais, ben en fait, ouais, on n'a pas eu tant de blessures, là, mais le soleil, entre autres, mentionnait que ça glissait à la première, mais ça, ça s'est réglé très rapidement. D'accord. Mais oui, il y a beaucoup d'eau dans le spectacle. Oui. On n'en dira pas. Pas plus que ça. Non, c'est ça. Mais ça fait des effets, en tout cas, assez forts, là. Ben, c'est un spectacle que moi, j'avoue, qui réussit. Là, je sais que vous êtes à Montréal cette semaine. Parce que c'est quand même une œuvre internationale, c'est la première fois qu'il y a une adaptation théâtrale. Peut-être allez-vous aller en Europe avec ça? Ben, on le souhaite. Puis l'auteur, Jonas Gardel, vient nous visiter à Montréal. On n'avait pas réussi à l'avoir à Québec. Puis cette fois-ci, il va venir, il va être là à la dernière. Puis d'ailleurs, il y a une rencontre avec le public le 15 décembre, avant la représentation. En tout cas, il faudra aller voir sur le site de DUCEP là, Oui. pour les informations. Mais oui, Jonas Gardel va être à Montréal. Puis il y a un moment de rencontre avec le public. Fait que, ouais, on fait 2 semaines. Puis oui, on espère que c'est pas la fin de cette grande aventure. Alexandre Fecteau, merci beaucoup. Donc, metteur en scène de N'essuie jamais de larmes sans gants qui est présenté à Montréal cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Et le mot de Cambronne. Je le prends. Après 12 jours à faire la grève de la faim, Alex Frédéric Mignot estime avoir remporté une manche dans son combat contre la Régie de l'assurance maladie du Québec et met un terme à son jeûne. Bien que son souhait que les cartes d'assurance maladie soient dotées d'une troisième option de genre, le X, n'ait pas été exaucé, la personne non-binaire estime quand même avoir fait progresser la cause. Nous avons interviewé Alex la semaine dernière et j'ai été troublé par les commentaires haineux reçus par des personnes vraiment méchantes sur les réseaux sociaux. Certains de ces commentaires étaient dirigés contre moi et ça m'a secoué. Nous vivons dans un drôle de monde. On a le droit d'être en désaccord avec l'autre, mais sachez que la haine n'est pas une option valable. Jamais. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Silence s'il vous plaît dans la bibliothèque. Lire, c'est queer, avec Brian Saint-Louis. Ouais, ça fait toujours un saut d'entendre quelqu'un hurler comme ça. Salut Brian! Salut Denis Martin, ça va bien? Ça va bien. Alors, tu l'as entendu dans le petit en bref qu'on a fait tout à l'heure. Je pense que je vais revenir là-dessus. On a du temps, toi et moi, de toute façon. Sachez que nous recevons des commentaires haineux à cette émission et c'est absolument troublant. Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes et qui ont des problèmes de comportement, qu'on va dire. Mais je dis toujours qu'on a le droit d'être en désaccord, mais la haine n'est pas une opinion valable. Et sachez qu'on va vous rapporter si vous nous envoyez encore des commentaires comme ça. En fait, on le fait. Alors, revenons à nos moutons, parce que... Ben non, pas des moutons. Revenons à notre cher Brian. Écoute, c'est une émission où on fait quand même beaucoup sur le VIH, puisqu'on est l'émission spéciale sur la Journée mondiale qui avait lieu vendredi. Et donc, on a choisi de parler du livre de Yannick Villedieu qui date de quelques années, mais qui est encore beaucoup d'actualité, Le deuil et la lumière, qui est une histoire du sida, qui est publiée chez Boréal. Oui, un livre qui est paru en 2021, ça ne fait pas si longtemps que ça quand même, mais qui est depuis 2021 dans ma pile de livres à lire à côté de mon lit, une pile qui grandit toujours, que j'ai jamais le temps de passer au travers. Je me disais toujours comme la mienne. que je vais... Mais on m'en avait fait des très bons commentaires. Puis je me suis dit, un jour, je vais le lire, c'est sûr, à un moment donné, mais il était toujours repoussé dans le bas de la pile. Et là, c'est ça, tu me demandes de faire chaque année, de parler d'un livre à l'occasion de la journée sur le sida, justement, d'un livre où il est question un peu de cette maladie-là. L'an dernier, justement, j'avais fait N'essuie jamais de larmes sans gants, bien sûr. Et cette année, je me suis souvenu du livre de Yannick Villedieu. J'ai dit, voici l'occasion de le lire. Un petit livre qui est un peu rebutant, c'est ça, je dirais. Côté jaquette, là, quand même. Là, c'est un livre qui est beige, Le deuil et la lumière, une histoire du sida. Ça a l'air un peu aride. C'est un essai. Yannick Villedieu, on le connaît, c'est journaliste qui a travaillé pendant de nombreuses années à Radio-Canada. Il a animé Les Années-Lumière, entre autres. C'est peut-être pour ça que son nom vous dit quelque chose.
beaucoup de prix, un journaliste très sérieux. Je m'attendais à quelque chose de, voilà, excessivement très sérieux comme livre, très scientifique, très documenté. C'est le cas. Mais c'est aussi un livre qui se lit comme un thriller. C'est vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à ça comme livre. J'ai dévoré cet ouvrage-là quand même assez rapidement. Et je sais que toi aussi, tu l'avais lu dans le temps. Est-ce que ça t'a donné cette même impression-là? Je pense que je l'ai lu en un week-end. D'abord parce que j'ai eu le livre le vendredi, puis je devais interviewer Yannick le lundi. Mais même à ça, je l'ai lu et... En fait, je vais vous le dire, c'est pas plate. C'est vraiment intéressant à lire. C'est captivant. Étonnant là, pour un livre quand même, qui est un essai. Là. Ben, c'est ça, on se dit un essai, ça parle du sida, mon Dieu, ça va être lourd. Pas du tout, vraiment. Là, c'est une lecture excessivement intéressante. Mettez-le, vous aussi, dans votre livre, dans votre pile de livres à lire. C'est une fresque historique, sociale, scientifique, mais c'est ça, ça se lit comme un thriller. L'histoire du sida, c'est aussi celle des 40 dernières années, finalement. Et là, on va voir, Yannick Villedieu revient sur 40 années de couverture, parce que lui, il a suivi comme journaliste dès les tout débuts de la maladie jusqu'à la fin. Tout ce qui a concerné le sida, il a fait des grands reportages de ce sujet-là, il est allé aux grandes conférences de l'ONU, il était présent, il a rencontré des gens, il a suivi l'actualité. Et là, il nous fait l'histoire de toute cette maladie-là, des débuts, alors qu'on ne savait pas c'était quoi, on ne savait pas comment ça se transmettait, de voir la maladie évoluer scientifiquement, de la voir évoluer socialement, de voir comment les gens réagissent par rapport à ça. Et là, donc, ça devient une histoire où il y a énormément de politique, il y a des rivalités scientifiques entre les pays, il y a des histoires qui mêlent un peu le fond de colonialisme. Évidemment, on va aller beaucoup en Afrique aussi dans ce livre-là, parce que c'est là que se situent un peu les origines du sida, entre guillemets, mais c'est vraiment ça. Et c'est ça, ces chapitres-là aussi sont passionnants, j'ai trouvé. Là, on remonte à chercher l'explication d'où viendrait vraiment le sida. Et là, on nous mélange des histoires avec les singes, puis des campagnes de vaccination en Afrique. Donc, on parle de tout ça. On va aussi parler de sexualité, de religion, de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été bien fait, de tout ce qui aurait dû et pu être fait. C'est vraiment excessivement passionnant. Il y a peut-être quelques bouts où ça ralentit un petit peu. On est dans l'essai, notamment vers la fin, où il revient sur un très grand reportage qu'il a fait, Planète Sida, pour les 25 ans du sida. Là, à ce moment-là, il revient dans chaque ville où il parle un peu des états de fait à ce moment-là. On sent un peu plus le travail documentaire dans lequel il se repenche. Mais en général, ça se lit vraiment très bien. Il y a beaucoup de Québec aussi dans ce livre-là. Il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées au Québec. De Gaétan Dugas, la personne qu'on a accusé d'être celui qui a fait introduire le sida aux États-Unis. On disait que c'était lui le patient zéro. C'était pas vrai du tout. Mais mon Dieu, que ça vendait bien de mettre ça sur le dos de il quelqu'un en a souffert. Il en a souffert. Et d'ailleurs, le journaliste Randy Shilts, qui avait écrit donc ce And the Band Played On, je pense que c'est ça le titre de son livre, si je ne me trompe pas. Et c'était lui qui avait sorti ça, puis il s'est, avant de mourir, parce qu'il est mort du VIH lui aussi, Randy Shilts, il avait donc défait là, cette idée qu'il avait avancée parce que c'était pas vrai. Ben, c'est ça, c'était pas le patient zéro, c'était le patient O, comme la lettre O. C'est ça. Et puis aussi que la trithérapie, il y a une partie de la trithérapie qui a été découverte à Montréal, les conférences sur le sida qui ont lieu à Montréal. Il y a beaucoup d'histoires de Québec aussi là-dedans. On se retrouve dans ce livre-là. Et où on se retrouve aussi beaucoup, c'est les liens qu'on peut faire avec la pandémie du coronavirus, du COVID-19, des parallèles qui se font. De façon de réagir, ça touche qui, ça touche quel strate de la société, quels groupes sont touchés, est-ce que c'est tout le monde? Quand ça devient moins tout le monde, là, ça devient moins intéressant. Quand on va dans certains endroits, c'est moins intéressant. Je parlais tout à l'heure de la recherche du singe originel qui aurait créé le sida. On salue le pangolin au passage. Et c'est ça, il y a aussi eu pour le sida beaucoup de désinformation, beaucoup de questions autour des vaccins qui pouvaient rendre les gens malades. Il y a peut-être dans le sida, justement, beaucoup de sortes, beaucoup d'origines de certains traumatismes qu'on a eus là, par rapport à la désinformation qu'il y a eu par rapport au COVID-19, sur les vaccins, sur tout ça. Il y a peut-être des pistes dans l'histoire du sida, justement, qu'on explique très bien dans ce livre-là, Yannick Villedieu. Je suis content, finalement,
d'avoir pris ce livre-là et de l'avoir mis sur le dessus de ma pile. Ça vaut vraiment la peine. 2021, Échec chez Boréal, mais trouvez ça très fascinant comme lecture. Et je vous le dis, ça se lit comme un trailer. Et moi, je recommande aussi, en passant, ça sera peut-être un sujet pour l'année prochaine, qui sait, Aux origines du sida du docteur Jacques Pépin, qui a été le scientifique de l'année, je ne sais plus quelle année. Et il va justement relater là, ces origines-là du sida. Bon, c'est sûr que c'est toujours des théories, là, mais on s'en va de plus en plus vers ce genre, vers ces origines-là. Alors, c'est intéressant. Malheureusement, c'est un livre qui est de moins en moins disponible. Je l'ai vu à 55 $. Alors ça, en tout cas. Oui, bon. Plein d'ouvrages qui mentionnent justement dans ces lectures, là, puis ça a l'air tout intéressant. Donc oui, à lire vraiment. Ben, on va changer de sujet. Ça va nous faire du bien. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. On aime Rita Baga et son acolyte ou son frère ou je ne sais pas trop, ou la personne sous la perruque, Jean-François Guévremont. Rita a publié sa biographie Une paillette à la fois. Tu l'as lu, je l'ai lu. Qu'est-ce qu'on en dit? Ben oui, nos drag queens sont très productives dans les librairies cette année. Après Mado Lamotte, Barbada lit les livres. Rita Baga, Mado en ont écrit un chacun. Donc, un livre, c'est ça. Puis je ne peux pas m'empêcher de parler un peu de Mado Lamotte aussi parce que j'en ai parlé dans ma dernière chronique. Et donc, les deux font paraître en même temps leur biographie. Beaucoup de différences et de similarités. Mado est un peu plus éclaté, est un peu plus dans la grande histoire. Je le disais dans ma chronique, est un peu moins dans les détails par rapport à elle. Puis dans le livre aussi, le ton, tout était rose. Il y avait des photos, il y avait la dualité entre Mado et Luc Provost. Les deux écrivaient des passages différents du livre. Rita Baga, c'est un peu différent. C'est un livre plus traditionnel dans sa façon. Là. Il y a une petite section photo au milieu, mais c'est plus conventionnel comme livre. C'est différent, mais c'est pas moins intéressant, j'ai trouvé quand même. Très différent, mais intéressant. On y va plus chronologiquement avec elle. On entre beaucoup plus dans les détails de la vie de Rita Baga que dans celle de Mado. Bon, il y a quelques années de plus de carrière à couvrir avec Mado, me direz-vous peut-être. Mais oui, Rita Baga, on rentre vraiment dans sa vie à lui aussi là, comme personne, l'intimidation qu'il a subie, son parcours professionnel, ses études, son passage à Diversité qui organise les fiertés à Montréal. Ça a l'air d'avoir été assez rock'n'roll aussi pendant quelques années, tout ça. Donc, on entre vraiment dans des gros pans de vie où on entre beaucoup dans les détails. Pour Rita Baga comme telle, aussi, on y va vraiment dans les détails. On entre dans les détails des drag races, de Big Brother et de tous les spectacles, les émissions de télévision à lesquelles elle a participé. On sent aussi le clash avec Mado. Les drag queens, c'est en train de changer. C'est pas la même génération et je trouvais qu'on le sentait beaucoup dans ce livre-là. On sent le clash, là. Il y a plus de références aux questions d'identité de genre, l'éclatement du modèle là, des drag queens, vraiment, on le sent beaucoup dans ce livre-là. Il y a plus de diversité, il y a des drag queens, il y a des drag queens, mais il y a des drag kings, il y a des personnes trans. On parle du rapport qu'on avait plus dans le temps de dire une personne s'habille en fille pour faire la drag queen, c'était beaucoup une façon d'exprimer son côté féminin que maintenant dans la vie, ils peuvent s'exprimer plus librement, donc ils ont moins besoin de faire cette carrière-là. Il y a le professionnalisme des drag queens qui embarque. Donc, on touche vraiment plein de choses. On va beaucoup dans le détail. Dans certains passages, on va un peu loin, par exemple. On nous parle de la sorte de mascara préférée des drag queens ou du prix des perruques. Ça, j'ai trouvé ça peut-être un peu loin pour mes intérêts à moi, mais vraiment, là, si le métier de drag queen, c'est plus, il y a vraiment un côté réflexif dans ce livre-là. C'est intéressant, mais si on s'intéresse beaucoup, justement, je pense qu'on va apprécier ça encore plus parce qu'on va vraiment dans beaucoup de détails. Moi, j'ai moins suivi toutes les drag races et tout. Donc, on me parlait de choses que je connaissais un peu moins, mais ceux qui suivent ça vont pouvoir avoir justement plus les références par rapport à tout ça. Et une similarité aussi qu'il y avait avec le livre de Mado, beaucoup de respect pour les pairs, les autres drag queens. Moi, c'est quelque chose que j'avais un petit peu comme préjugé. Je pensais qu'il y avait beaucoup de taquineries les unes envers les autres. Au contraire, il y a énormément de respect. On parle de Mado comme sa grand-mère et on explique justement, entre autres, ce système de famille des drag queens, comment ça fonctionne, les mères, les filles, et ainsi de suite. Donc, on rentre vraiment dans beaucoup de détails comme ça dans ce livre-là. Ça va dans beaucoup de directions, mais c'est intéressant. Ben, moi, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est
Jean-François est une personne très, 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 pas secrète, mais très privée. Et là-dedans, j'ai été surpris de voir qu'il s'est ouvert sur plusieurs choses, dont sa chirurgie bariatrique. C'est quand même pas rien. Et j'ai trouvé que c'était fait avec une finesse et avec un respect. Effectivement, il y a des choses, je me disais, oh, mon Dieu, je ne suis pas à la veille de m'acheter ces maquillages-là, moi non plus. Mais c'est pas inintéressant parce que ça nous apprend à comprendre ce milieu-là et aussi à comprendre l'importance dans notre histoire. Je trouve que, en tout cas, c'est un livre à lire qui s'appelle donc Rita Baga, Une paillette à la fois, journal d'une reine. C'est publié aux éditions de l'Homme. Et le livre dont on a parlé plus tôt s'intitule Le deuil à la lumière de Yannick Villedieu. C'est publié aux éditions du Boréal. Alors, c'est encore disponible. On vous les recommande. Oui. Alors, il me reste à te souhaiter un joyeux temps des fêtes, Brian. On se revoit en 2024. Oui, toi aussi, profite-en bien. Merci. Bye. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Et puis un merci donc à l'équipe, Marie Massé et Godéric Trobe à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci à Julie Curley pour la musique thème, Gerly Ormelette qui est chef du contenu numérique, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, Philippe Lapointe, directeur d'antenne et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vie et Voix Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine!